Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux et nombreux. Donc on est particulièrement heureux d'accueillir pour la deuxième fois Andreas Becker. Euh, on l'avait reçu la dernière fois pour un livre qui n'était pas cette fois aux éditions de la Différence, hein, mais qui était Gueule, donc aux éditions d'en bas. Mais on en avait profité pour évoquer les deux précédents, L'Effrayable, son premier à la Différence, et Nébuleuse. Et ce soir, on va parler des Invaincus, donc, qui est sorti il y a quelques semaines, qui nous a à nouveau, on ne peut même pas dire beaucoup plu, qui nous a vraiment bouleversés. Il y a vraiment quelque chose dans ce que fait Andreas qui est très particulier, très spécifique. C'est pas toujours un critère en soi, mais en tout cas, c'est pas des romans qu'on a l'impression d'avoir lus déjà 7 ou 8 fois quand ils tombent dans les mains. On a aussi la chance ce soir d'avoir Brigitte Mougin qui nous avait fait une lecture inoubliable la dernière fois. Parmi vous, j'espère que certains ont eu la chance de voir son spectacle autour d'une adaptation en fait de Nébuleuse, qui était quelque chose d'assez incroyable. Et donc il va nous lire des extraits également des Invaincus. Et en fait, très rapidement, puisque on va attaquer, parce que je pense que sur des textes comme ceux d'Andreas, où il y a énormément de choses qui s'agitent et qui bouillonnent dans ces textes, mais il y a de toute façon une musique et une voix qui sont tellement spécifiques qu'il faut attaquer par là. Je m'assis comme j'en étais capable encore. Je posai contre les pieds de la table une vieille serviette en cuir usé aux coutures moribondes. J'en sortis le répertoire, je notais. Je roulais à toute berzingue. Le tube de l'année à la radio, numéro 1 en Angleterre, les Os chanteurs, The Singing Bones, Quand tu voudras, Whenever you want. La plage musique sans pub, 10 minutes, 15 minutes. Je chantais à tue-tête, gorge arrachée, je tapais sur le volant, descendais la vitre, le coude sur la tôle, cigarette, une cigarette, je la jetais par la vitre ouverte à la vie, à la jouissance, à la jeunesse, au rire, au bonheur, à la baisse du bonheur, au bonheur de la chance. Maluna, mon amour, j'étais prêt, je bandais. Accéléré à grande vitesse. L'unique but sur la longue ligne droite, ciel, du ciel, avec dedans des nuages blancs comme moutons, sans se cumuler, pas de pluie en vue, juste l'impitoyable bonheur d'un week-end au bord de la mer. C'était blanc autour, propre, lisse. C'était à ne pas s'y perdre, à ne pas s'engouffrer dans un malheur sans fin. C'était fait pour être propre, lisse. Pas pour être pitoyable, pas pour qu'une tête éclate sur le pare-brise à quelques centimètres du conducteur. J'osais continuer. La voiture se mettrait à tanguer sur les suspensions. Le volant a tourné des fois à gauche, des fois à droite, sans logique. Le monde se déchirerait en diagonale. Je taperais de l'autre côté de la chaussée contre le trottoir. La voiture rebondirait. Les arbres sortiraient du bois rejoindre l'étang qui s'étalerait au-dessus de ma tête pour verser de l'eau sale dans l'habitacle de la voiture. Un liquide verdâtre se répandrait. Les villas s'entrechoqueraient au milieu de la ligne droite, virevolteraient, se disloqueraient. Je n'aurais peur de rien. Le moteur hurlerait, le ciel s'assombrirait, les pneus crisseraient, un vieil homme sortirait les poubelles. Encore au loin, je saurais que je ne l'éviterais pas. Son corps se plierait sous la violence du choc. Sa tête s'écraserait contre le pare-brise à quelques centimètres de moi. La voiture se retournerait, puis s'immobiliserait. Moteur et radio éteints. J'écouterais mon corps. Je serais intacte. Pas la moindre blessure. Je détacherais la ceinture de sécurité, sortirais par le pare-brise, me couperais les avant-bras. Enfin, je saignerais. Le vieux aurait disparu. Son corps se fracasserait dans le jardinet devant sa villa, derrière la haie. Je n'aurais pas le courage d'y aller. Je traverserais la chaussée. À côté de la cabine téléphonique, une dame me donnerait la monnaie pour téléphoner. Je décrocherais, composerais le numéro de la maison. Maman répondrait. Et puis tout doucement, j'ajoutais que la chambre était blanche, rectangulaire, et qu'elle se trouvait juste à côté de la réception d'un drôle de type, prénommé
Christobal. Que Christobal était un vieux travelot. Que j'aimais Christobal. Qu'il m'avait parlé de gens qui s'appelaient Rorkoff et Marvolin, et qu'il me nommait Andlich. Que était le fruit de mon imagination. Qu'il s'était écoulé depuis ma mort un temps dont je ne savais rien dire de précis. Je ne pourrissais pas, ou pas assez bien. Que la balle s'était perdue dans des bouses ordinaires, mes dernières émotions dans la merde. Qu'on m'avait parlé à plusieurs reprises de l'invécu et que je ne savais pas ce que cela voulait dire. Que je soupçonnais cet aspect, cet espace d'être l'antichambre de quelque chose que je ne savais pas nommer autrement que l'autre vie, ou l'ailleurs vie. Ouais. Quand j'ai lu Les Invaincus, je me suis dit que pour la 4e fois, en fait, Andreas Becker avait réussi à nouveau cette espèce de miracle quand même, hein, qui est de trouver, d'inventer, de sortir de nulle part un langage ad hoc, un langage qui n'existe pas, qui est le langage en fait d'une personne. Alors, dans l'effrayable, c'était avant de dire en fait voilà ce que ça pouvait être une personne, je pense. C'est des langages de gens que soit eux-mêmes, soit la société, les gens, essayent d'assigner en fait à une position. Donc vous êtes un schizophrène, vous êtes un fou, vous êtes une gueule cassée. Là, on va voir en fait ce que c'est un invécu, en fait, peut-être, si on y arrive. Mais il y a vraiment des gens qui vont par le langage essayer à la fois de digérer en fait cette tentative d'assignation, qui est aussi celle du lecteur, hein, de la lectrice. Moi j'ai du mal à réprimer en fait l'envie quand je lis de dire oui bon là donc on parle finalement d'un schizophrène, alors que c'est beaucoup plus compliqué, que c'est beaucoup plus riche, hein, justement. Et il y a ce travail incroyable, c'est que le langage utilisé est à chaque fois différent, à chaque fois singulier et colle en fait à une idée qu'on peut se faire de façon exceptionnelle. Donc moi c'est une question que j'avais, enfin je sais pas si c'est une vraie question, mais c'était de me dire, est-ce que tu projettes d'abord ce que sera le personnage, enfin c'est quoi son enchevêtrement de problèmes, et donc ensuite tu dis bon voilà maintenant il faut que je lui construise un langage, ou est-ce que tu pars en fait de l'écriture elle-même qui formate elle-même un peu le personnage que ce sera? Alors, ça fait beaucoup de questions. Je fais les remerciements après. Je vais essayer de répondre tout de suite à ta question, Hugues, avant de parler d'autre chose. Non, merci quand même, parce que je commence quand même par ces remerciements. Mais bon, je vais essayer de répondre à ta question. Alors, l'effrayable, je suis parti de la première phrase. Nébuleuse, je suis parti de la première phrase. Gueule, le texte est parti de la première phrase, donc c'est-à-dire du geste de l'écriture physique. Donc, c'est-à-dire le stylo, le papier, la table et le plaisir. Le plaisir, on va quand même utiliser ce mot-là, du geste d'écriture. Alors ça commence aussi simple que ça, d'apparence. Mais c'est vraiment... en plus, j'ai une écriture enfin, à la main, enfin, c'est à peu près illisible, mais c'est relativement beau, enfin, c'est graphiquement. Donc, il n'y a pas de rature. Non, mais c'est agréable. Enfin, donc, je rature rien, ça sort comme ça. Donc, et ça sort vraiment du geste. Le mot sort de ce geste-là, de voir ce qu'on peut physiquement faire avec le mot. Alors, les invaincus, il faut que je réfléchisse un peu. Comment est la première phrase du livre? Rien ne serait vécu. Ah, rien ne serait vécu. Rien ne serait vécu. Voilà. Ça, j'ai oublié. Rien ne serait vécu. Alors, la première phrase a été modifiée plusieurs fois, mais pas dans le sens. En fait, parfois un peu dans le mot, dans le temps, enfin tout ça. Parce que le texte a beaucoup travaillé. Donc la première phrase avec c'est un peu modifié avec le temps, mais pas dans le sens.
l'idée était exactement la même, c'est-à-dire il y a un personnage qui parle à la première personne, et là je vais répondre un peu à ce travail d'écriture, qui part de cette première phrase-là, rien ne serait vécu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être invécu? Alors, est-ce que c'est un invécu? C'est quelqu'un qui n'a pas accédé complètement à la vie, enfin qui reste en dehors d'une certaine réalité. Dans l'effrayable, oui, on peut dire que c'était un schizophrène, mais bon, pour moi, c'était une petite fille qui a commencé à parler. Et elle a parlé comme une petite fille. Elle parle, évidemment, après, c'est beaucoup plus travaillé, mais la première idée, c'est quelqu'un, c'est une petite fille qui parle, qui raconte son histoire. Sauf après, à la moitié du livre, on se rend compte que la petite fille est peut-être un vieil homme et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nébuleuse commence par cette première phrase, « J'ai toujours rêvé d'être malade ». Et c'est vraiment là, par contre, c'est un travail comme de la musique. C'est un thème. Et après, on a le point, on a le contrepoint, on a la mélodie. C'est beaucoup plus un travail, de mon point de vue, beaucoup plus un travail musical, Nébuleuse, pour moi. Gueule, on va passer un peu, c'est un peu particulier. Et Les Invécus, c'est un texte qui s'est construit sur 25 ans de travail. Donc j'ai des milliers et des milliers de pages, parce que j'écris vite et beaucoup, et après je réécris. Donc c'est toujours, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de rature, mais il y a beaucoup de corrections, mais ma technique à moi, c'est de réécrire tout le texte. Je n'arrive pas à me dire, bon, je vais juste corriger la page 121 et la mettre dans un autre contexte. Donc cette construction-là, j'ai essayé sur d'autres livres avant et ça n'a pas fonctionné. Ça donnait des livres construits, enfin, qui sont peut-être bien, mais qui n'ont rien de particulier. Et depuis que je ne le fais plus, j'arrive à cette écriture. Donc c'est beaucoup de travail, ça veut dire qu'il faut réécrire tout le livre. Donc je recommence avec la première phrase à la main et je réécris tout le truc. Et une fois que j'ai réécrit tout, je le rentre dans l'ordinateur, mais j'ai de A à Z, mais comme une variation, je fais ça presque comme une variation de jazz. Ça veut dire mon écriture, c'est tellement illisible que je n'arrive plus à lire. Et donc, j'essaie de me souvenir de ce que j'ai voulu dire au moment où j'ai écrit ça. Mais à mon avis, c'est autre chose que ce qui est écrit dans le texte. Mais j'ai en plus la chance technique, physique d'écrire très vite à l'ordinateur sans regarder le clavier. Donc, je peux regarder le texte et je tape comme ça. Mais je suis presque en train de faire la musique, en fait, de varier, donc, on ne peut pas mettre la musique malheureusement. Avec la peinture c'est bien parce qu'on peut mettre la musique en plus, on peut chanter. Mais bon, pour l'écriture c'est quand même un peu plus difficile de mettre la musique. Donc je suis là et après j'ai le texte, je l'imprime, je le mets à côté de l'ordinateur et de nouveau je réécris, donc je lis le texte et j'écris et je me dis tiens ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas ça c'est nul. Et alors je fais presque des commentaires sur ce que j'ai écrit. Donc alors le texte il devient toujours plus long, toujours plus gros. Enfin, pour les Invécus, il y a des... L'autre jour, j'ai dit 2500 pages, je n'ai jamais compté, mais il y a des centaines ou des milliers de pages imprimées après. Et ensuite commence tout le travail, on va dire, de condenser. Alors après, je commence quand même à me poser la question, qu'est-ce que j'ai voulu écrire? Qu'est-ce que c'est que ça, ce truc? Et Les Invécus, ça ne s'appelle pas du tout Les Invécus au début. Et je suis le premier surpris de ce qui est sorti là, en fait. Mais bon, on s'approche aussi un peu de la poésie, d'un travail poétique, je dirais, autour de la langue, comme ça. Et donc commence un long travail de condensation, en fait, alors tout ce qu'on a trouvé superbe, il vaut mieux le jeter, parce que c'est pas bon. Non, mais parce que après c'est une question de lecture. Alors donc on a écrit une super phrase, bon alors. Et toute la journée on s'est dit voilà, super phrase, on est content. Non mais on est content.
Et après, on relit le texte et on bute sur la même phrase. Page 32, on se dit, ah oui, elle a vraiment une super phrase, super phrase, super phrase. Prochaine lecture, page 32, paf, en dessous sur la même phrase. Et à un moment donné, je me dis, si je bute sur la phrase, ça veut dire que elle fait l'ombre à toute la page autour. Alors arrive le moment où cette belle phrase, dans laquelle on est tellement content, il faut l'enlever. Et tout le reste, comme on a enlevé l'arbre au milieu de la page, tout le reste remonte au soleil. Et tout ce qu'on a, alors, et on ne bute plus, et ça coule. Et ça, c'est tout le travail après qui est malheureux. On est malheureux comme un chien, je dirais, parce qu'on a des pages et des pages et des pages et qui ne sont pas dans le livre. Sauf que, évidemment, dans l'esprit, dans la condensation, se retrouvent évidemment les silences, tout ce qu'on n'a pas dit, évidemment, se retrouve dans le texte. Donc, c'est ça le... Et tant que ce travail-là n'est pas fini, il y a ma chère éditrice qui est là, Colette Lambrix, qui me dit, ben non, c'est pas encore bon, on n'y croit pas. Il faut retravailler. Et c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il faut condenser le texte, il faut retravailler, il faut retravailler, il faut retravailler. Donc ça fait ensuite, et comme je retravaille le texte dans sa totalité, ça fait énormément de versions. Et je l'ai déjà dit, pour les invaincus, il y en a 37 versions, et donc c'est la dernière, et je ne toucherai plus. Fini. On peut se méfier au moment des réimpressions. Ah non. Bon, voilà. Donc c'était une petite question et une longue réponse. Donc, En revanche, oui, j'ai attaqué le but en blanc avec une question, mais tu voulais dire un petit mot, en fait. Mais je voulais, en fait, on a donc entendu un extrait et je voulais le mettre juste un peu dans le contexte du livre pour que vous sachiez à peu près, si vous n'avez pas encore lu le livre, où vous vous situez. Il y a un moment donné que j'ai entendu qui m'a beaucoup plu. C'est à un moment donné, on change du conditionnel à l'imparfait et on change complètement la musicalité de la phrase et de la page. Et c'est un des sujets du livre, donc on va commencer. Donc il y a un accident de voiture au début qui est vécu comme le drame qui va traverser tout le livre, mais qui au début est vécu au conditionnel, et justement qui va être revécu et revécu et revécu jusqu'à un moment donné où il y a une sorte de l'imparfait qui s'installe. Et bon, l'imparfait dans ce sens, c'est pas parce que c'est pas parfait, c'est curieux d'ailleurs qu'on appelle ça l'imparfait, parce que c'est plutôt passé l'imparfait. Et donc c'est une sorte peut-être d'acceptation qui se joue. Donc en fait, donc on est dans un processus en fait de voyage, c'est presque un voyage initiatique en fait, de retrouver une sorte de réalité. Alors les personnages, les personnages portent des drôles de noms qui ne sont pas vraiment dans une réalité, tout ça c'est inventé, les personnages meurent, réapparaissent, donc ils ne sont pas très bien définis. Et on ne sait pas très bien si tout ça n'est pas simplement une construction de l'esprit du personnage principal pour retrouver un semblant de réalité. Non, je vous en prie. Et au-delà de l'accident, de ce fait divers, évidemment, c'est la question d'accéder au réel qui se pose. Et donc, il y a justement beaucoup de passages comme ça qui oscillent entre l'imparfait et le conditionnel. Et donc, le temps, en fait, c'est parce que l'effrayable, donc je vais... Si tu as des questions, tu m'entends. Sinon, je parle pendant des heures comme ça. Si vous en avez marre. Parce que le temps, c'est toujours très intéressant parce que l'effrayable, je l'ai écrit dans un temps qui s'appelle le passé surcomposé. Donc, vous ne savez pas ce que c'est, sans doute. Mais le passé surcomposé a été quand même, en France, enseigné au 19e siècle. C'est, en gros, quand on dit « j'ai eu fait ». Donc, ça s'appelle le passé surcomposé. Donc, le temps, aujourd'hui, n'est pratiquement plus utilisé, sauf dans les blagues de... Ça a eu payé, ça ne paye plus. C'était qui? Si. Et par contre, ça veut dire quelque chose qu'on a fait et qu'on n'accepte pas complètement. J'ai eu payé, c'est bon. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le sud, dans un domaine viticole par exemple, et les gens parlent tout le temps comme ça. Ça veut dire, j'ai eu payé, tu me fais pas chier. Hein. Enfin, ils parlent comme ça, je suis désolé. Et donc j'ai eu fait, j'ai eu vu. Et je me suis dit, si on applique ça au verbe être,
ça donne quand même un truc qui est bizarre. J'ai eu, été. Donc on est presque dans l'invécu, là aussi, dans le même sujet. Et j'ai eu, été, c'était déjà pas mal, mais musicalement, c'était pas encore très beau. Donc j'ai mis une liaison et ça donnait j'ai eu, tété. Donc la première phrase de l'effrayable, c'est justement dans les temps, j'ai eu été une petite fille. Et pourquoi je raconte ça? Ah oui, parce qu'on était donc dans le passé surcomposé, donc dans un temps qui est déjà un peu irréel, qui veut dire quelque chose qu'on a fait, mais qu'on n'a pas vraiment accepté, qu'on ne veut pas complètement accepter. Et dans les invécus, on commence au conditionnel, on est donc un peu dans un temps un peu semblable à l'effrayable. Moi j'avais une question sur la dimension réalité-irréalité, parce que d'un côté on a la catastrophe, donc un homme qui est réduit à un assemblage d'organes assez mal en point. Et puis d'un autre côté, assez souvent dans le livre, on a une société contemporaine de plus en plus factice, où on a l'impression que les mots ont tous pris un sens nouveau dans un contexte commercial, dans un contexte de loisirs. Il y a notamment, c'est très drôle aussi par moments, il y a notamment une scène dans le TGV que tu appelles cette boîte bleue en aluminium à double étage. Donc on a l'impression que c'est le choc entre un homme abîmé, assez pitoyable, accidenté, clochard, avec ce monde de loisirs factice. Voilà, et l'homme est réduit à sa condition d'organe sexuel, masticatoire, d'entrechoquement des os. Savoir si c'était juste. Ah oui, bien sûr. Alors, il y a évidemment, si on réduit un livre uniquement, on va dire, à la trame principale que j'ai un peu racontée, c'est un peu trop court. Donc, évidemment, il faut aller au-delà. Et donc, ce voyage ce personnage-là entame, effectivement, la première des choses auxquelles il est affronté, c'est ce monde de Jean-Denis Vincent, prisonnier. Et c'est ce monde extérieur qui lui veut imposer en fait une sorte de modernité, les banques assurances, et il se heurte complètement à ça, parce qu'il est resté pendant 20 ans dans une sorte de parenthèse. Le livre, entrez, mettez-vous. Merci beaucoup. Donc c'est une sorte de réveil qui se produit là au bout de 20 ans. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé pendant ces 20 ans-là, mais il y a souvent ce... Et quand il est remis un peu dans le monde, il se heurte à ce monde d'aujourd'hui, donc où on n'est plus dans un train, on est dans un TGV, mais bon, c'est horrible, le TGV, c'est pas des trains. En fait, on est déplacé, on est déporté. Mais, non, mais à des fins de commerce, de tourisme forcé. En fait. Donc on est déplacé comme ça. Et lui, il a connu, avant qu'il s'éteigne un peu avant cette parenthèse-là, il était dans les trains où on était face à face et où on pouvait un peu draguer. Et là, il ne peut plus, on est comme ça. Et donc, évidemment, ça c'est très important, c'est un aspect très important du livre. Parce que le dérèglement, en fait, on dirait lui qu'il est déréglé, mais à mon avis, c'est plutôt le monde qui est déréglé, en fait, qui impose une certaine façon de faire et de vivre et qui est complètement aberrant. Mais dans ces histoires de temps, le présent trouve un peu sa place? Pas du présent. Il n'y a pas de présent. Non. Ah si. Où ça? Il y en a un peu, mais c'est... Un petit peu. C'est l'invécu alors. Ah oui, mais ça, je suis grand-père. Hein. Donc, le présent, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'utilisation du temps en théorie, parce que je ne réfléchis pas à ça quand j'écris, mais je trouve on s'éloigne ou on s'approche de plus de l'action. Donc quand il est au présent, tu vas lire l'extrait au présent, c'est une sorte d'intemporalité. Hein. On n'est pas on est dans rien quand on est dans le présent. Donc il y a des passages qui sont au présent, mais c'est un présent intemporel, je dirais, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup cette idée du présent. Je pense que j'écrirai bientôt un livre tout le présent. Sur ce jeu sur les temps, moi c'est évidemment ça démarre au conditionnel, c'est peut-être une des choses qui m'a le plus frappé parce que
Je trouve que, comme toujours, avec il y a un si qui est sous-entendu, enfin je trouve évidemment, puisque c'est du constitutionnel, ça sous-entend un si, même si le mot si n'a pas besoin d'être là. Et donc il y a aussi un imparfait de fait qui se retrouve, qui est voilà, si ça avait été différent, j'aurais ou je serais. Enfin, et je trouve que Mais il y a excusez-moi, complètement sous-entendu. Parce que je ne le fais pas souvent, mais pour le coup, je vais quand même le faire, une allusion au fait que je suis né en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, quand on utilise le si, il y a conditionnel derrière. Alors qu'en français, Donc c'est pour ça que les Allemands font toujours la même faute si j'aurais vu. Alors qu'on a même inventé Enfin, les Français aussi. Mais ici, même pas les règles. Et donc, ça pose moi maintenant peut-être ça va, mais encore que ça me pose encore le problème d'utiliser si avec l'imparfait derrière. Et justement, là, tu ne l'utilises pas de fait, mais je trouve qu'il y a toute une mécanique en français qui fonctionne, qui est une mécanique de sous-entendu. Et qui, moi, ça m'a frappé parce qu'effectivement, comme il y a un fait matériel qui, lui, n'est pas trop discutable, parce que c'est celui qui est récurrent, qui revient, alors qu'il y a des variations, mais celui-là, il est plus ou moins avéré à l'échelle du Ouais. Il est le seul. Tout le reste, il n'y a rien d'avéré. Eh ben non. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a vraiment... Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment, c'est la première fois que je lisais quelqu'un où le narrateur tente de reconstruire en fait différentes uchronies. Qui est bon, un genre dont on est très familier ici parce qu'on fait pas mal de science-fiction, mais c'est toujours collectif, l'uchronie. C'est justement si la civilisation avait évolué différemment, si il ne s'était pas passé telle chose. Il y a toujours ce si. Enfin, d'ailleurs, les anglo-saxons n'appellent pas ça uchronie, ça c'est vraiment les Français, ils appellent ça le what if. Et là, je trouve que c'est vraiment la première uchronie personnelle en fait que je lis. C'est quelqu'un qui a vécu un point, ce qu'on appelle un point de divergence. Et puis derrière, il y a tout un univers de possibles qui se déploie. Et on est bien. Il ne sait pas choisir, nous non plus. Et je trouve ça fascinant. Ou un univers d'impossible. Hein. Alors, un univers possible. D'impossible. D'impossible. Suis un œuf. Quelque chose comme un œuf. Peut-être sans forme distincte. Pas de limite entre ce moi et le monde alentour. Le monde des beaux immeubles et des gratte-ciel. Des voitures électriques sans émission de carbone. Le monde des centrales nucléaires et des déchetteries à ciel ouvert. Plaie béante de nos vécus. J'ai une pitié ovale de moi, du petit menteur que je suis devenu. Non, je ne m'appelle pas Marvolin ni Vertiqual. Je me suis trouvé un autre nom, le bénéficien. C'est comme si j'étais né invécu. Aucune réalité ne s'accroche à moi. Autour de moi, quelque chose comme une mélancolie grisâtre semble exister. Je ne suis pas comme un œuf. Je ne me distingue en rien de la grisaille autour de moi. Sur moi, tout glisse, comme des petites gouttes de pluie d'automne, qui mouillent, qui n'apaisent pas, mais qui mouillent. Je trouve maintenant ridicule d'avoir dit « je suis un œuf ». Ne me croyez pas. Autour de moi, le grisâtre pue comme pue un œuf pourri. Je suis un œuf pourri. Un sale petit menteur qui tapait sur une vieille machine à écrire, puis sur une électronique, un ordinateur. Ainsi passait dimanche matin après dimanche matin, se redressant vers une médiocre modernité. Le monde s'allongeait debout sans autre mot à dire que cette sentence. Je n'ai pas de sexe. J'ai perdu mon sexe quelque part vers l'âge de 3 ans. J'aime bien penser à moi en termes d'âge. Je n'ai pas d'âge, mais j'aime bien. Le monde se transforme en bénéfice.
Tout devient bénéfice pour moi. Je suis le grand bénéficien. Je bénéficie de crimes, de violences, d'assassinats, d'accidents de voiture et de vomissures à la viande hachée. En promotion, celle-là. 3 pour le prix de 2. Toutes vomies, mais avec point de réduction pour l'achat de vaisselle ou de bouffe pour chiens, chats, hamsters, crocodiles ou serpents. C'est ainsi que tourne le monde. Et ce monde épingle à mon œuf la médaille du mérite. Le monde me remercie, me dit que je suis quelqu'un de bien, de courageux. Je suis bénéfice. Je suis celui qui monte, ils sont contents de moi. Je fonctionne et fonctionne bien et fonctionne mieux. Je rentre dans le moule et le moule m'écrase. Ils sont contents que le moule m'écrase. Je souris, tout va bien. Moi, médaillé sur mon œuf, je n'ai pas honte. J'ai bénéficié. Le corps se disloquerait à 8 mètres de la voiture. Un bouleau devant la coquette villa aurait stoppé son vol depuis le trottoir, à travers la haie, au-dessus du joli massif de roses en pleine floraison, dont le bariolé contrasterait avec la traînée de sang rouge sombre qui formerait comme un point d'interrogation. Exigence, pression, mensonge. M'as-tu vu, m'as-tu dit, m'as-tu cru? Sifflement mauvais, monde aux abîmes, sang noirâtre. Moi, petit menteur, comme Marvolin, je bénéficierai. Elle était là, l'indicible culpabilité. J'ai accéléré, j'ai tiré sur le volant, la voiture a heurté le trottoir et s'est mise à tanguer sur les suspensions. Je ne contrôlais plus rien, ça tanguait en moi, ça me faisait vomir quand la voiture partait en tonneau. La Golfe rouge s'est retournée, a glissé sur le côté et monté sur le trottoir, a foncé sur le corps qui maintenant la voyait comme un éclair. Kalantzao a jeté la cigarette, voulut s'enfuir. Trop tard, le pare-choc avait soulevé ses pieds, écrasé ses jambes, fait virevolter le corps en diagonale devant le pare-brise. Dans mon cahier, caché dans la serviette en cuir, j'écrirai que non, je ne serai jamais père. Père du fils et fils du père, pas moi, un invécu. Je prendrai certainement d'autres noms. En English, par exemple. Je me déroberai. Dans mes rêves, je serai dans le lit de mon père. Je serai mon meilleur père. Je foncerai dans la Golfe rouge de maman. J'accélérerai. Je bénéficierai, je culpabiliserai. Ça se masturberait jusqu'à ce que la douleur s'estompe. Enfin s'estompe. Que ressentez-vous quand vous entendez vos textes lus à haute voix par quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais Brigitte fait ça de manière absolument extraordinaire. Non, j'ai des frissons. On n'a pas, je ne sais pas ce qu'elle dit. Donc chaque fois c'est une surprise. Une confiance totale. Putain, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, non, mais en fait le texte il est maintenant là. Mais non, elle a monté un spectacle Nébuleuse à partir du livre qui m'a absolument laissé sans voix. Et là, on n'a pas travaillé ensemble. C'est elle qui a fait le montage de tout le livre. Bon, elle a respecté la trame du livre. Mais c'est elle qui a fait le travail et j'aime bien faire confiance comme ça, de ne pas intervenir. Et c'est pareil pour les lectures là, donc je suis surpris par les extraits qu'elle lit et ça me fait une grande émotion. Et qu'est-ce qu'avant de venir toutes tes jolies phrases que tu as retirées, tes belles phrases? Ah, ils sont dans des livres souvent. non, ça ne marchera pas comme ça. Ils sont dedans, elles sont dedans, hein, d'une certaine manière. Elles sont dedans. Tu les as remis ailleurs. Alors, parfois c'est trop dur, donc on fait un dossier dans l'ordinateur que j'appelle les pages annexes et je mets ça là-dedans, comme ça. Mais non, j'en fais rien. Enfin, j'en fais rien, c'est déjà là-dedans. Donc, j'entends des silences que tu lis très bien. Donc, et ces silences-là, ce sont des phrases que j'ai enlevées. Hein, donc, si on les remettait, ce serait bavard. Donc, non, il n'y a rien à faire. Mais parfois, c'est dommage, parce qu'on se dit, c'est quand même... Des belles phrases.
Non, mais bon, c'est nécessaire travail, mais je pense que tous les écrivains connaissent ces papiers annexes. Enfin, voilà. Donc, à mon avis, il n'y a rien à faire. Enfin, ça m'a... Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne lis plus la Pléiade parce que, enfin, c'est pas parler de moi. Enfin, ça peut parler de Proust. Parce qu'ils mettent des notes et ce qui ne m'intéresse pas, finalement. Donc, j'ai essayé, j'ai tout lu, enfin, et je les ai revendus sur le Bon Coin après. Donc, non, parce que j'aime bien lui, il a comme décidé ce qu'il a voulu mettre dedans et pas. Donc, pourquoi ensuite le remettre à disposition de tout le monde? Donc, j'ai acheté chez Gallimard, je pense. Et ça va très bien. Donc, lire ce que l'écrivain a voulu laisser et le reste, parfois. C'est des universitaires, après tout ce travail critique qui est certainement très intéressant, mais qui, moi, en tant que lecteur, enfin, finalement, ne me touche pas du tout, parce que c'est quand même l'émotion qu'on cherche, enfin, moi, en tout cas, à travers la lecture et un certain questionnement, un certain cheminement. Et si l'écrivain a bien voulu enlever quelque chose, ben c'est son droit et c'est pas à moi de le remettre à travers une note. Enfin, voilà. Donc j'ai essayé, mais ça m'a... Comme le personnage est déjà lui-même en train de se débattre entre des dizaines de variantes, si en plus tu réalités les tiennes... Mais j'ai fait un livre, mais bon, il sera peut-être jamais publié, mais j'ai fait un livre où j'ai mis des annexes, mais en fait qui font partie du livre. Mais c'est illisible. Donc il y a un texte qui fait 150 pages et après il y a 500 pages d'annexes. Donc c'est pas inintéressant. Parce que donc mais à quel moment le lire? Donc les annexes, parce que bon, j'ai mis des annexes, donc voir annexes, machin comme ça. Donc il faut tourner là jusqu'à la page 350, continuer là. Mais bon, il y a le fameux livre. Il y a des livres. Il y a des livres qui sont comme comment ça. Ça s'appelle Cortosa. Les jeux de piste. La Maison des Feuilles, Marel. où les notes de bas de page envahissent peu à peu en fait le livre. Donc c'est possible. Mais à ce moment-là, c'est voulu. Mais sans les mettre dans le livre, tu pourrais les réutiliser autre part. C'est ça que je... Ça se réutilise autre part. Là, j'entends des choses qui ont déjà travaillé ailleurs et qui travailleront encore dans d'autres livres. Mais bon, autrement. Au présent. Il y a un mot que j'ai adoré dans le livre, un mot qui est schlouk. Oui. J'ai adoré ce mot parce que j'ai trouvé que c'était très représentatif à la fois de la mastication, de la salive gluante, enfin, toutes ces images qu'il y a autour de la bouche, et aussi du délitement du langage. Et ça revient de temps en temps sans aucun sens. Comme d'autres phrases, pression, mensonge, m'as-tu vu, m'as-tu dit, m'as-tu vu, m'as-tu cru. C'est bien. Et ce n'est pas à prendre au premier degré. En fait, ça vient comme une mélodie ou comme une peinture. En fait, comme on ne peut pas demander à un peintre pourquoi il a mis telle et telle couleur là, on ne peut pas non plus, dans un livre, toujours tout mettre au premier degré de l'histoire. Donc il y a effectivement schluck qui arrive, schluck de torchon qui arrive, parce que c'est une sorte de ponctuation, de respiration comme ça. Mais j'en ai pas mis beaucoup cette fois-ci, je me suis... Mais c'est des respirations, je dirais, comme ça. Ce sont des respirations. Vous pensez un peu en allemand, vous écrivez un peu, vous pensez un peu en allemand quand vous écrivez? Non, c'est exclusivement en français. Non. J'essaie, pour voir, mais c'est nul ce que j'écris. Je me pose plus la question maintenant. Donc tu penses en français tout le temps. Le rythme de l'allemand, de la langue allemande. Si, il doit y avoir de... Si, par exemple, je mets souvent, je mets pas le... Je suis vraiment nul en grammaire. L'article au pluriel, quand on met, j'ai vu, les haut-parleurs, Risley, jingles, notes, annonces, musique et autres pubs. Un truc comme ça. C'est pas très français.
Il faudrait mettre des annonces, des annonces, de la musique. Non. Donc, non, mais bon, il y a des phrases où on devrait, et en allemand, il n'existe pas cet article-là. Donc, est-ce que c'est un peu une réminiscence de l'allemand? Je ne sais pas trop. Il doit y en avoir, mais je ne pense pas, non. Si, parfois, je cherche le mot et je ne le trouve pas. Mais bon, comme n'importe quel écrivain, hein. Je sais exactement ce que je veux. Et merde, il vient en allemand. Et là, je vais dans Google Traduction. Parce qu'après, il me donne la liste. Et là, en règle générale, je trouve le mot auquel je pensais. Mais ça arrive. Parce que, bon, ça arrive n'importe quel écrivain. On sait ce moment-là, on sait exactement. On dit, c'était quoi, enfin, c'était quoi. Et là, oui. Alors, ça arrive en allemand. T'as de la chance parce qu'en français, quand on cherche un mot en français... Et ça vient pas, ouais. Et il y a aussi une toute petite allusion, mais ce sont vraiment des toutes petites traces, mais bon, que je mets un peu comme ça. Endlich, il s'appelle Endlich, et si on enlève l'accent français et on le prononçait en allemand correctement, ce serait Endlich. Et Endlich en allemand, ça veut dire finalement ou fini. Donc Endlich, il est fini. Donc c'est un peu un jeu comme ça, avec un Français qui parlerait allemand. Et en plus, comme Endlich, comme avec A-N-D, ça commence comme Andreas, donc je trouve que c'était rigolo. Mais j'ai mis aussi dans l'effrayable, j'ai mis un mot agaciant. C'est franchement agaciant. Et moi j'ai pensé au joueur tennis, Agassi, s'appelle Agassi, qui était tellement agaçant. Donc voilà, parfois je ne quitterai pas le dernier mot de Mitterrand à la télé. Donc j'aime bien un peu, c'est pas que des jeux, hein. Donc c'est aussi un peu pour mettre donc où je colle des points de réduction de Monoprix, ce genre de choses, dans un autre pays. Mais ça c'est aussi pour enlever, on va dire, la réalité réelle du livre. Je sais très bien qu'il n'y a pas de Monoprix en Allemagne ou pas de... peu importe. Mais ça met dans un autre contexte. Mais ce sont des tout petites tâches comme ça que je ne sais pas si on les voit ou que si on les ressent ou pas du tout, mais il y a un sens là-dedans. Est-ce que vous avez pensé traduire vous-même vos livres en allemand, comme Beckett l'a fait? Oui, mais Beckett a dit aussi j'ai perdu la moitié de ma vie avec les traductions, donc enfin c'est une phrase à la Beckett. Donc vous n'y pensez pas? Non, je dirais presque s'il y a un éditeur qui me paye bien pour. Non, mais bon. Alors le problème, c'est que il faudrait sortir le livre du contexte et en fait se retrouver dans le même contexte du livre et le réécrire. Parce que bon, la traduction, c'est quand même dans un premier temps une traduction. Et évidemment, ma tentation serait grande d'enlever une phrase ou d'en rajouter une autre, mais bon, ce ne sera plus une traduction. Mais si, j'aimerais bien. J'aimerais bien essayer. Et surtout, j'aimerais pas être le traducteur qui me traduit en allemand et qui m'a sur le dos tout le temps. Donc, je serais bien obligé, je pense, de le faire moi-même. Mais j'aimerais bien essayer quand même pour voir si je suis capable de le faire en allemand. Il y a 2-3 ans, je vous aurais dit non. J'ai pas envie. Oui, parce que vous avez parlé de petites choses comme ça. Enfin, les deux écrivains qui ne sont pas nés français et que j'estime le plus lorsqu'ils écrivent en français, qui sont Beckett et Sioran, il y a toujours quelque chose d'imperceptible, de très subtil, où on se dit c'est magnifique, mais nous on n'aurait pas dit comme ça. Oui. Et ça on le trouve chez vous. Hein. Et il y a des petits moments. Parce que vous avez appris le français d'une manière émotionnelle et moi intellectuelle, ce sont deux choses complètement différentes. Non, mais c'était pas une critique, au contraire. Au contraire. Non, mais vous maîtrisez moins bien le français que moi. Parce que vous ne savez pas pourquoi, parce que vous avez appris ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je vous comprends d'autant mieux que je parle une langue que j'ai apprise intellectuellement et que je parle beaucoup mieux que le français. Et très souvent, je peux vous poser des questions sur le français, mais vraiment tellement... Et vous allez me dire, c'est comme ça. C'est comme ça. Et la troisième chose non mais bon, je ne veux pas...
La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que vous avez parlé de variations de jazz, alors que j'ai lu vos livres, sauf le dernier, et j'ai pensé plutôt aux variations Goldberg de Johann Sebastian, qui était un compositeur de jazz, mais qui ne le savait pas. Oui, bien sûr. Et qui a enlevé un peu le... Enfin, à qui on a beaucoup reproché d'être trop dur, trop métallique, pas assez romantique, avec le pauvre Bach qui était un grand romantique, soi-disant. Et oui, et qui sont magnifiques, et qui ont été... Au début, les gens sautaient au plafond quand même. Hein, et on dit que Zéza il va violer Bach, comme on dit souvent, oui, il viole le français. Oui. Bon. Donc, mais je voulais revenir quand même sur le premier point. En fait, non, mais ces interprétations sont d'une certaine manière des interprétations aussi intellectuelles. Peut-être. Et donc, souvent, vous savez pas pourquoi c'est comme ça, que le français c'est comme ça, parce que vous avez appris et vous avez des attaches très émotionnelles avec ça. Et si on ne fait pas correctement, ça vous fait un peu mal. Tout à fait. C'est quand même le subjonctif. Et moi, ça me fait rien du tout. Et oui. Parce que j'ai pas entendu ça quand j'étais petit. Mes parents n'ont pas parlé comme ça. Voilà. Quand ils m'ont engueulé, ils ont utilisé d'autres mots. Et si j'ai écrit en allemand... C'est pas engueulé, c'est subjonctif. Non, mais non, mais si j'écris la même chose que j'écris en français, si je le traduis en allemand, il va falloir que j'utilise des mots qui me touchent émotionnellement et pas intellectuellement, et ça va être complètement un autre travail. Oui, Sauf que je pars d'un texte déjà établi. C'est pas sûr même que tu puisses, parce que c'est pas sûr que tu connaisses maintenant l'allemand comme tu connais le français. En plus. Non, parce que je crois pas qu'on soit bilingue au même moment. Non. Moi, ça me tenterait beaucoup plus de traduire l'allemand en français. C'est plus, en plus, c'est plus stimulant, je trouve, intellectuellement. Et je pense que Colette a parfaitement raison, parce qu'en plus, l'allemand a aussi changé en 25 ans. Je ne suis plus en Allemagne. Donc, sans doute. Le mieux, ce sera peut-être d'avoir un traducteur et ensuite le corriger, parce que c'est beaucoup plus facile de critiquer une traduction que de traduire soi-même. Oui. Il me semble en tout cas une dernière chose que je trouve fascinante, parce que à chaque fois je trouve que c'est un petit peu un défi en fait dans ces livres, c'est que ça parle quand même de choses qui sont assez dures, qui sont assez tragiques, voire horribles dans certains cas, l'accident, la mort, la non-vie ou l'invie en fait qui en découle. Et pourtant, tu n'es jamais vraiment cruel en fait avec ton personnage. Et puis il y a des plages entières où c'est franchement drôle. Et sans que la drôlerie vienne de moquerie en fait vis-à-vis du personnage, qui sinon un ressort facile. Mais c'est pas le cas. Ça vient de situation, ça vient du fait qu'il y a une espèce de sel de la vie qui se dégage même dans les choses les plus atroces. Et ça me bluffe parce que je me demandais vraiment comment tu allais faire à partir de cette prémisse au départ, en disant le type il a quand même bousillé un vieux bonhomme avec sa voiture, donc il sortait ses poubelles, c'est atroce quoi. Et sa vie en a été changée pour l'éternité. Comment il va réussir à nous faire rire avec ça, on va dire. Et en fait, il parvient très bien quoi. La première fois que non pas la première fois, mais une des premières fois que j'ai vu un journaliste qui avait lu l'Effrayable, quand il m'a vu arriver, il m'a dit c'est vous, je pensais que ce serait quelqu'un de complètement fou. Et je lui ai dit ben non, justement, pour écrire ça, il faut avoir la force en la vie. C'est tout le contraire. Pour se plonger là-dedans, il faut quand même se tirer à un moment donné soi-même par les cheveux, parce que si on plonge dans la déprime, ce qui est un état tout à fait honorable, mais il n'est pas productif. Donc tant qu'on peut produire, on a cette chance aussi de pouvoir créer et de produire. Et en plus, si on a l'immense chance d'être publié, c'est encore mieux. Mais il y a une question d'humour, et ça c'est une sorte d'humour qui vient, moi je viens du nord de l'Allemagne d'Hambourg, donc c'est un peu comme à Londres, enfin, c'est un peu presque des Irlandais, enfin. Donc ça ressemble beaucoup. Et donc il y a une différence, il faut toujours se méfier un peu des clichés, mais il y a quand même une différence qui est assez marquée, on va dire. Quand on raconte une blague en France, on se moque plus facilement des autres. Mesure gardée, pas tomber dans le cliché.
Et quand on raconte une blague à Hambourg ou à Londres, on se moque de soi-même. On ne se moque pas des autres. Par contre, on se moque beaucoup de soi-même. En fin de compte, c'est quand même pas tout à fait sérieux. Ça, il y a quand même, les gens n'arrivent pas. Et on trouve ça beaucoup chez quelqu'un. En fin de compte, tout ça, et ça rejoint à travers une apparente facilité, évidemment, des questions beaucoup plus graves. Parce qu'en fin de compte, on sera mort. Donc, tout le monde. Donc, ça, c'est à peu près la seule chose qu'on sait avec certitude. Alors, pourquoi pas prendre de risques en attendant? Avoir peur de quoi? Pourquoi ne pas aller essayer, dans la mesure du possible, à l'essentiel? Pourquoi ne pas prendre le risque de se casser la gueule dans l'écriture ou dans la vie? Parce que bon, en fin de compte, ce sera fini. À un moment donné, ce sera fini. Je veux dire, on n'a pas de thunes, on est emmerdé, tout ça. Mais bon, à la fin, ce sera fini. Oui, mais parce que les gens ont peur du ridicule. C'est ça le problème. Ils ont peur de beaucoup de choses. Pas seulement. Hein. On a peur de... Je crois qu'il y a des tas de peurs. Non, la sécurité. Mais je ne sais pas quand sont les gens, déjà, assez comprendre, assez peine comprendre où je suis. Mais on a peur, on a beaucoup peur, je pense. C'est quand même une tendance assez lourde aujourd'hui. On y peur. On nous fait peur. C'est vrai, on nous fait peur. Hein? On nous fait peur. Oui, on nous fait peur, mais on se laisse aussi impressionner par toutes ces choses-là. On essaye de nous faire peur. Donc, là, il y a l'euro bientôt, attention, il y aura 2 fois plus de flics dans la rue, donc on aura peur de tout. Et si on avait un peu moins peur, on serait beaucoup moins contrôlable. Donc si on y croit, est-ce qu'on y croit encore? Ça sert à quoi d'écrire? Il y a tellement de gens qui écrivent. Là, je sais pas si à la fin. répondre ça. si, parce que je me pose. On ferme. Ça sert. Bon, à mon avis, on ne pose plus des questions aujourd'hui du sens, justement. On ne pose plus, c'est trop compliqué, il faut s'occuper, il faut rembourser le crédit, acheter la voiture, enfin tout ça. Donc on ne pose pas la question du sens, on donne cette question-là à des spécialistes, à nos philosophes là, à 2 balles, là, et comme ça on s'en occupe plus. Et comme, parce qu'on a autre chose à faire, et les artistes et les philosophes ne s'en occupent pas beaucoup de cette question-là, parce qu'on a peur du ridicule, justement. Il y en a des gens qui s'engouffrent là-dedans, avec leur fanatisme religieux de tous bords. Ils donnent des réponses au sens, ils parlent du sens. Les gens... Et donc, l'art doit prendre la place. Nous, on doit prendre cette place-là. On doit poser la question tout le temps. À quoi ça sert? Pourquoi tu t'achètes une nouvelle voiture et tu mets 30 000 € de crédit et tu payes la banque pour ça? Non mais... Et tu le fais pourquoi? Pourquoi tu le fais? Alors moi je le fais, je pense, pour poser la question. Et pour la poser, on va dire, le mieux possible. À quoi bon? Qu'est-ce qu'on fout là, le temps qu'on est là? Après, on ne sait pas. Avant, on ne sait pas. Après, on ne sait pas. Il y a peut-être des bonnes surprises. Hein. Il y a peut-être... Je serais peut-être une vache, ou j'en sais rien. Mais, non, mais une vache non, mais je veux dire, moi, je pars du principe, j'en sais rien. Donc, on peut croire, on ne peut pas croire, en fait, j'en sais rien. Mais bon, j'ai quand même... Il me reste encore à peu près, allez, si tout va bien, 30 ans. 40, allez. Allez, 40. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Il ne reviendra pas après. Il ne reviendra pas. Alors, autant en faire quelque chose, merde alors. À écrire des livres, les publier, faire des tableaux, s'amuser, s'aimer, prendre des risques, rigoler, boire un canon. Et je sais pas, oui, et prendre des risques. Qu'est-ce que j'ai à perdre? On fait rien. Enfin, un jour, Colette nous dira qu'elle veut plus me publier, mais bon, ça, c'est à peu près le... Non, mais... non, mais où ça, les... Il y en aura beaucoup d'autres. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment... Qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien. Mais ça, tu as parfaitement raison. Il faut toujours aller
vers la limite extrême de ce dont on est capable. Au moins essayer ça. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est valable pour tout le monde ici. Quoi? C'est valable pour tout le monde ici. Pour tout le monde, oui. bien sûr. Oui. Non, ou que... Mais tout le monde ne doit ouais. pas écrire. Non, mais bon, Non, on ce peut n'est faire pas autre chose. forcément- On n'est pas, non, tout le monde, heureusement, il faut les lecteurs aussi. Non, mais bon, on peut dire déjà ce qu'on pense à quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou déjà ça. Vous peignez aussi? Oui, mais ça, c'est pas moi. Ah. Ça, je fais un peu de la pub. Il est où, C'est pas toi celui-là. Non, Bah dis donc, ça ressemble beaucoup. c'est un cadeau. C'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui ressemble à ce que tu fais. Voilà, c'est le jeune homme Adelino qui est Ah à bah, côté de super. toi et qui fait des magnifiques poèmes aussi. Et qui fait des magnifiques dessins et qui m'a fait un cadeau. J'en suis très fier, très content. En plus, ça me ressemble, je trouve. Enfin, c'est plus mince, donc il m'a un peu. C'est très agréable. Non, il y a une exposition des gouaches de Non, mais c'est- Andreas à la différence, si vous voulez venir. Ce sont des gouaches? Oui. Alors, moi, je fais aussi des gouaches. Et donc, ils sont exposés au. Oui, à la différence, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Vous passez, venez voir. C'est bien. C'est bien, ça se... Est-ce qu'on a le temps de. écouter un dernier extrait. On peut vous mettre encore un extrait, vous tenez? Voilà. Vous tenez. La nuit, quand le monde était silencieux, retourné en lui-même sous les couvertures épaisses de l'oubli, quand des plumes noires et blanches se déposaient de nouveau sur mon âme, la nuit, quand mon intérieur se déployait au monde, la nuit, quand le monde était vulnérable et si petit, la nuit, j'avais mauvaise conscience devant Christobal. Je ne lui avais pas témoigné mon amour, il était trop tard, il ne m'écouterait plus. Je ne le quittais plus d'une seconde. Je ne pouvais plus le toucher, il était bleu, de la tête aux pieds. Nous sommes tous pareils, avait-il encore dit. Puis Christobal ne me parlerait plus. Il était là, dans la chambre du fond, tel un meuble trop connu. Je n'avais pas d'émotion, autant que je cherchais, autant que je les appelais, les suppliais. Je m'étais pénible, absent, réalisable, un horrible mélange. Je n'étais qu'un cadavre pourrissant de mes propres existences, avalant par le cul un vécu qui se vivait à l'envers. J'étais double, triple, multiple, froid, impersonnel. Je suis sorti fouiller 2-3 poubelles et pisser un coup, mais je n'ai pas bu, par respect. Je suis monté dans la chambre le plus vite que j'ai pu, mais je ne pouvais plus très vite. J'étais dans un état médiocre, de plus en plus. Comme maman en gangrène. Comme maman en tristesse. Comme maman en alcoolique. J'étais triste devant Christobal en putréfaction. Je l'avais aimé. J'aurais tout donné pour lui, même ma propre mort. Je me demandais ce que je pouvais faire pour Christobal. Descendre et chercher une bougie, ça prendrait du temps. Et du temps, il n'y en avait plus, ni pour lui, ni pour moi. Je ne voulais plus le laisser seul. Que faire en attendant? Le temps s'écoule si lentement devant la mort. J'aurais pu penser à notre vie commune, celle que nous avions passée ensemble d'une chambre à l'autre. Cela aurait pu provoquer une érection. Je ne voulais pas courir le risque. Je ne voulais pas bander devant un cadavre. Et je me soupçonnais d'être encore capable de bander. À me demander ce que je pourrais faire, le temps s'écoulait. Je revoyais quelques images. L'accident revenait sans cesse, la Golfe rouge retournée, le monde allongé devant moi, le monde vertical, le monde sans repère, le monde perdu, la perte d'horizon, l'avant-bras entaillé par les éclats du pare-brise, la honte d'avoir été si peu blessé, l'envie d'être mort à la place du mort qui gisait à 8 mètres de la voiture, la honte d'être vivant, mon manque de courage, je n'y suis pas allé,
La vieille dame devant la cabine téléphonique. Maman qui décroche. J'ai eu un accident. Je pense qu'il y a un mort. Maman de l'autre côté de la ligne téléphonique qui meurt, tandis que je reste invécue. Moi qui ai tué maman en tuant le vieux sur le trottoir. Je me penche sur Christobal. Il expire. Longtemps. Trop longtemps. Donc je finis sur les remerciements, donc ce que j'ai pas fait au début. Pardon, excuse-moi. Merci Hugues, merci Marianne, merci à Karine. On vous appelle maintenant le Shakespeare and Company de nos temps, et je pense que c'est vrai. Et merci Brigitte, merci à Colette. Et bon, merci d'être venue. Et je te laisse le dernier mot. Non, bah, merci beaucoup, Femme Brigitte, bien entendu. Merci beaucoup, Andreas. C'est un plaisir renouvelé. Je voulais juste rappeler, donc, je pense que vous avez saisi à quel point ce texte, Les Invaincus, est vraiment un de ces textes qu'on a besoin en fait, de lire. Et au cas où les précédents vous auraient échappé, ce qui est après tout possible, surtout n'hésitez pas à profiter de la présence d'Andreas en fait, pour vous les procurer, les faire dédicacer. Et je l'avais dit la dernière fois, mais ça s'est vérifié en fait. Malgré les apparences, ce sont des livres qui sont assez idéaux en fait pour offrir, même s'ils peuvent peut-être dérouter un peu les gens. Ensuite, ils vous en seront éternellement reconnaissants. Merci.